je vais vous rassurer tout de suite, le Soleil est une activité cyclique, on va le voir. Tous les 11 ans, il passe par un maximum d'activité. C'est le cas en ce moment, et c'est le cycle le plus calme depuis un siècle. Donc même s'il a des bouffées de chaleur, on peut dire, vous le verrez tout à l'heure, et en particulier, il y a eu une très belle éruption solaire le 10 septembre. Et actuellement, donc, on reçoit, puisque ça met à peu près 2-3 jours pour arriver du Soleil, on reçoit ces bouffées de particules chargées qui arrivent dans notre atmosphère et qui viennent se décharger au niveau des basses couches de l'atmosphère jusqu'au sol. Et ça peut effectivement provoquer alors, de belles aurores boréales. Je vous montrerai des photos prises la nuit dernière, c'est vraiment un coup de hasard. Donc j'ai vu ça sur internet, j'ai vu très bien pour illustrer l'exposé tout à l'heure. Et vous verrez aussi, vous verrez, on aura peut-être l'occasion d'en voir la nuit prochaine. Alors on est un peu bas en latitude, c'est vrai, mais ceux qui sont aux latitudes élevées, alors évidemment le nord de l'Europe, Norvège, Suède, Finlande, ceux-là sont les mieux lotis, mais j'aurai l'occasion de vous reparler dans l'exposé des aurores boréales, parce que c'est un des effets les plus agréables, les plus esthétiques liés à l'activité du Soleil. Alors le Soleil aujourd'hui, si vous le regardez en lumière visible, il ressemble à ça. Vous avez de grosses taches. La grosse tache que vous avez ici, c'est celle qui est liée à l'éruption solaire qu'il y a eu le 10 septembre. Et la plus petite de ces taches, ici, elle a à peu près la taille de la Terre. Donc, vous voyez que ces taches à la surface du Soleil sont quand même des choses énormes. Alors qu'est-ce que c'est que ces taches, alors que la surface du Soleil est à peu près à 5500 degrés? Eh bien, ce sont des zones un peu plus froides, autour de 3500-4000 degrés. Alors, elles apparaissent sombres par contraste, mais en fait, ce sont quand même des zones très chaudes, bien plus chaudes que la lave. Ces taches correspondent à des zones où le champ magnétique est localement plus fort, et le champ magnétique bloque les courants de convection, ou les courants qui amènent la matière en ébullition à la surface du Soleil. C'est un peu comme quand vous faites chauffer du riz ou des pâtes, vous voyez que ça monte au milieu de la casserole et ça redescend sur les bords. Les courants de convection, c'est ça, il y a la même chose à la surface du Soleil. Toute cette granulation correspond à des zones où la matière monte et redescend. Et la matière à la surface du Soleil, c'est une matière qui est électrisée, donc c'est pas vraiment du gaz, c'est pas du liquide, encore moins du solide, c'est ce qu'on appelle en physique un plasma, c'est pas le plasma sanguin. Et ce plasma, c'est une matière électrisée. Comment vous dire, c'est un peu ce qu'on retrouve par exemple lorsqu'il y a un coup de foudre sur Terre, au moment des orages, eh bien l'air est électrisé et c'est de la matière électrisée, essentiellement de l'hydrogène, donc des protons que vous avez à la surface du Soleil. Et ces protons, cette matière électrisée, elle est canalisée par le champ magnétique, et vous le verrez sur d'autres images, elle s'élève en suivant ce champ magnétique pour faire de très belles boucles, des protubérances qui retombent, la matière monte et retombe, et puis parfois, carrément, elle est expulsée et elle vient jusqu'à nous. Donc ces taches, ça fait très longtemps qu'on les connaît. Le fameux Galilée, qui a le premier braqué une lunette vers le ciel et en particulier vers le Soleil, s'est aperçu qu'il y avait des taches à la surface du Soleil. Alors le Soleil était censé être un astre immaculé. Quand Galilée a commencé à dire qu'il voyait des taches à la surface du Soleil, c'est là que ses ennuis avec l'Église ont commencé. Évidemment, il ne fallait pas parler de taches sur un astre aussi pur et immaculé que le Soleil. Alors ces taches, on peut les voir bien sûr avec des instruments comme une lunette ou un télescope, à condition de mettre des filtres appropriés pour ne pas se griller l'œil, parce que c'est quand même très dangereux, mais avec de simples jumelles, et lorsque le Soleil se couche, quand il est bien atténué, quand vous le voyez rouge ou orange dans les brumes du couchant, à ce moment-là, vous pouvez regarder et voir ces taches. Alors on peut même, lorsque le Soleil est au maximum de son activité, lorsque les taches sont très grosses, on peut même en voir à l'œil nu, à condition bien sûr là encore de filtrer avec un filtre approprié. Il ne faut surtout pas s'amuser à regarder avec un instrument grossissant quel qu'il soit. Alors par exemple en 1991 où on a eu un pic d'activité du Soleil qui était assez remarquable, je vous rappelle la taille de la Terre ici, le petit point bleu, et vous voyez les taches qui étaient énormes, bien plus grosses que la grosse tache qu'il y a aujourd'hui bien visible sur le disque du Soleil. Donc quand il y a de grosses taches comme ça, il y a une activité importante. Alors l'activité du Soleil, elle est cyclique, et donc je vous disais depuis Galilée, on voit les taches à la surface du Soleil, et depuis 1610, les astronomes s'amusent, et maintenant les astronomes amateurs s'amusent à compter les taches à la surface du Soleil, et ça permet de voir qu'il y a une activité cyclique avec
tous les 11 ans, un maximum de tâches et des tâches un peu plus grosses. Et en ce moment, on est justement dans une période d'activité maximale. Voilà, ici vous avez les années, depuis 1610 où on a commencé à compter jusqu'à 2008, bon il manque le cycle actuel, il est ici, un peu plus bas que les autres, et ce que vous voyez qui est porté ici, en ordonnée, c'est le nombre de tâches. Donc vous voyez la fluctuation, et tous les 11 ans, il y a un maximum de tâches. Alors il y a une zone vide ici, c'est pas parce que les gens ne regardaient pas le ciel, c'est tout simplement parce qu'il y avait très peu de tâches à la surface du Soleil. Et alors, chose amusante, vous voyez, en gros, c'est de 1650 à 1700. C'est l'époque où Louis XIV régnait sur la France, le roi Soleil. Donc, le Soleil s'est mis en veilleuse. C'est le roi qui passait devant. Mais bon, c'est assez curieux. Alors, une autre curiosité, c'est qu'à la même époque, on a noté un mini âge glaciaire en Europe. Les glaciers, en particulier dans les Alpes, descendaient beaucoup plus bas que maintenant. Et ce froid est peut-être bien lié à la fin de l'activité du Soleil, parce que quand il est peu actif, il est également moins lumineux. Alors actuellement, quand vous avez entre le maximum d'un cycle et le minimum, les variations de luminosité du Soleil sont très faibles, c'est même pas 1%, donc c'est pas perceptible. Vous ne pouvez pas dire à l'œil, tiens, le Soleil, oui, en ce moment, il est plus brillant ou moins brillant. Il faudrait vraiment se placer déjà en dehors de l'atmosphère et faire des mesures très précises. Depuis qu'on a des satellites, on peut le faire en se plaçant hors atmosphère, et on voit effectivement que la fluctuation est très faible. Par contre, en ultraviolet, on verra sur les clichés tout à l'heure, en ultraviolet, entre le maximum et le minimum d'activité, il y a un facteur 2, c'est-à-dire que lorsque le Soleil est en maximum d'activité, il émet 2 fois plus de rayonnement ultraviolet. Donc ça, c'est quand même assez spectaculaire. Mais en lumière visible, ce que vous pouvez voir à l'œil, je vous dis, c'est même pas 1% de variation, donc c'est très faible. Le cycle actuel, il est ici. Vous avez les années en bas, de 1985 jusqu'à 2020, on va un peu dans le futur. Le cycle qui a eu son maximum vers les années 2002-2003, vous voyez qu'il est déjà plus bas. Et le cycle actuel, vous voyez qu'il est encore plus bas. Donc en ce moment, le Soleil a toujours son activité cyclique tous les 11 ans, mais le maximum diminue. Alors, les courbes que vous voyez bien lisses, là, sont des courbes moyennes. Et ici, on extrapole avec des modèles, donc c'est ce que l'on attend, ce que l'on s'attend à voir. Mais la courbe qui fluctue ici, c'est la vraie courbe basée sur le nombre de tâches à la surface du Soleil. Et vous voyez par exemple que lors du cycle précédent, le maximum n'a pas été pile en 2002 comme prévu, mais un peu en 2001 et ensuite en 2003. Et le cycle actuel qui aurait dû avoir son pic ici en 2014, ben, il a commencé par avoir un premier pic ici en 2012, et puis ensuite il est redescendu, et là il est remonté en 2014. Et en ce moment, il semblait redescendre, mais là il manque les dernières données, il remonte un petit peu, donc il reste quand même assez actif. Alors voilà l'illustration de ce que je vous disais, le Soleil photographié en ultraviolet, donc ça c'est par satellite, hein, puisque les ultraviolets n'arrivent pas jusqu'au sol, enfin les ultraviolets les plus durs, heureusement pour nous, parce que sinon on serait plus que bronzé, on se ferait griller. Donc il faut aller mesurer hors atmosphère, et lorsque on prend des images par satellite, ici entre 1995 où on était relativement proche d'un minimum et 1999 où on se rapprochait du maximum qui a eu lieu après en 2001, puis 2002 et 2003, et là vous voyez la différence et il y a effectivement un facteur 2 entre cette image et celle-là. Donc 2 fois plus de rayonnement ultraviolet lorsque le Soleil est actif. Alors cette petite animation, elle vous montre ce qu'on appelle les protubérances solaires. Je vous disais que la matière électrisée à la surface du Soleil, elle est canalisée par le champ magnétique et vous voyez qu'elle s'élève assez haut au-dessus de la surface du Soleil et elle retombe en suivant des boucles. Et de temps en temps, eh bien, il y a des parties qui s'échappent et ça veut dire que vous avez des particules électrisées, donc essentiellement des protons, des électrons, qui vont partir dans le système solaire et qui vont arriver jusqu'aux planètes, notamment à la Terre. Voilà par exemple un exemple de ce qu'on appelle une protubérance éruptive, donc cette matière électrisée, ce plasma qui s'élève très haut et qui retombe en suivant les lignes de champ magnétique qui font comme des boucles à la surface du Soleil. Et voilà un exemple. Encore le contact. Voilà. Ici, vous voyez la matière électrisée qui s'échappe carrément, qui part du Soleil. Et on a mis ici la Terre, alors elle est bien plus loin en réalité, mais on l'a collé ici pour que vous voyez à l'échelle de la Terre la taille du phénomène. Donc c'est vraiment des choses assez spectaculaires et très étendues. Alors
une éruption record, c'est celle-ci qui a été observée en 1943, donc c'est un vieux cliché en noir et blanc, pris avec ce qu'on appelle un coronographe qui cache le soleil. Donc vous avez un disque opaque qui cache le soleil pour éviter d'être ébloui, que l'appareil soit ébloui par la lumière du soleil. Et vous voyez cette arche de matière qui carrément a réussi à échapper à l'attraction du soleil et qui s'est dispersée ensuite dans le milieu interplanétaire. Alors heureusement, vous voyez, c'était dirigé vers le côté et pas directement vers la Terre. Tout à l'heure, vous verrez l'éruption qui s'est produite le 10 septembre, elle est dirigée carrément vers nous. Alors c'est moins spectaculaire comme image parce qu'on ne voit pas cette arche de matière, mais vous verrez quand même sur la petite vidéo la luminosité d'un coup qui augmente droit en direction de l'observateur. Alors voilà un exemple d'éruption solaire, on va voir l'animation, qui s'est produite le 7 juin 2011. Donc ça c'est quand le cycle solaire actuel a commencé vraiment à s'activer. Alors vous allez voir l'animation, vous verrez la matière qui part vers la droite et qui retombe. Donc vous verrez, elle est très courte, c'est pour ça que je vous dis ce qu'il faut regarder avant. Et vous verrez notamment, comme ici, de la matière qui se découpe en ombre chinoise, donc qui apparaît en sombre par-dessus le disque, la surface du soleil. Et vous verrez qu'il y a une partie qui est éjectée vers la droite et qui sort carrément du champ de l'appareil, donc on ne le voit pas, mais qui a été éjectée du soleil. Là voilà. Vous voyez comme c'est très court et très fugitif, je vous la remontre. Vous voyez donc ces panaches de matière qui retombent. Alors là c'est accéléré, c'est-à-dire qu'on prend des images par exemple toutes les 5 minutes et ensuite on fait un petit film donc, qui vous montre en quelques secondes ce qui met en fait plusieurs heures à se produire. Alors une autre éruption, donc ça c'était en 2011, en 2012 il y en a eu une très belle, alors je ne vous les montre pas toutes, mais en période d'activité maximale comme en ce moment, il y en a pratiquement tous les mois. Et là, en septembre, c'est assez spectaculaire puisqu'il y en a eu une le 5 septembre et de nouveau une le 10. Alors ça, c'était le 7 octobre 2012. Vous allez voir, en fait, il y a 2 filtres qui filtrent à des longueurs d'onde différentes pour des raisons techniques. Mais vous verrez la matière qui commence à partir ici dans la partie rouge-orangée et ensuite qui s'échappe ici et qui apparaît avec une couleur verte vers l'extérieur de l'image. On va voir cette animation. Voilà, donc ça commence ici, petit à petit. La matière s'élève au-dessus du soleil. Et petit à petit, ensuite, elle passe dans cette zone-là. Et vous voyez, hop, carrément, ça s'échappe. Alors, je vous le remontre encore. Donc, je vous rappelle que là, c'est vraiment toujours accéléré par rapport à la réalité. Donc, c'est un phénomène qui évolue d'heure en heure. Et là, on vous le montre en quelques secondes. Donc le panache de matière qui est éjecté et qui ici part vers le côté. Donc par chance, si vous voulez, on n'a pas pris ça directement de plein fouet sur Terre. Alors, un cliché en ultraviolet qui vous montre un flash, donc une éruption solaire dirigée pratiquement vers la Terre, ça c'était le 11 avril 2013 et vous allez voir que le 10 septembre, donc il y a 3 jours, on a pratiquement le même schéma. Donc c'est toujours des éruptions de matière qui sont liées à l'activité proche des taches solaires. Alors, le 1er mai 2013, là encore, vous voyez cette animation, je vais vous la remontrer parce que c'est toujours très, très fugitif, même si je vous rappelle que c'est des phénomènes qui se déroulent sur plusieurs heures, mais que là vous voyez accélérer. Ah, je suis remonté un peu trop en arrière. Voilà, l'éruption du 1er mai, mais le 1er mai, vous voyez que le soleil, lui, c'était pas la fête du travail, il était bien actif. Et comme toujours, une partie de la matière retombe à la surface du soleil et une autre partie est éjectée et va ensuite donc se répandre et traverser tout le milieu interplanétaire. Alors là c'est tout récent puisque c'était le 5 septembre. Alors je vais vous la repasser et la commenter parce qu'elle est assez complexe. Et on se demande même, quand j'ai commencé à regarder la vidéo, je me suis demandé pourquoi il y avait ce mouvement du soleil. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous avez une espèce de neige, vous allez le revoir, cette espèce de neige qui brouille l'image. En fait, ce sont les particules électriques qui arrivent et qui frappent la sonde. Donc le détecteur est noyé par ce flot de particules et la sonde elle-même, voilà, la sonde elle-même perd son système de navigation, ce qui fait que vous voyez tourner le soleil. En fait, c'est la sonde qui tourne sur elle-même et après, heureusement, elle se restabilise. Voilà. Donc l'éruption, vous la voyez, c'est parti vers l'extérieur. Et après, vous voyez toute cette neige-là, ce sont les particules qui viennent frapper la sonde et le détecteur notamment.
et vous voyez tourner l'image du Soleil, tout simplement parce que la sonde a perdu son système de navigation. Il a fallu un moment pour que ça se rétablisse. Je le remontre encore un coup. Donc l'éjection de matière, elle se fait vers l'extérieur ici. Voilà, vous la voyez partir. Et ensuite, vous voyez le flot de particules qui arrive directement sur le détecteur de la sonde. Et hop, après, ça se restabilise. Vous voyez que l'image du Soleil, c'est de nouveau figé correctement. Et ça, c'est effectivement un des dangers lorsqu'il y a des éruptions solaires comme cela. Ces particules chargées qui arrivent jusqu'à la Terre vont perturber le fonctionnement des satellites. Et vous avez peut-être entendu parler, oui, je vois qu'il y a une question. À quelle vitesse ils voyagent? Alors, ces particules chargées ont une vitesse qui est variable, en gros, de 400 km par seconde, je dis bien par seconde, à 800 km par seconde. Pour avoir 1 km par heure, il faut multiplier par 3600, donc ce sont des vitesses de l'ordre du million de kilomètres par heure. Donc c'est extrêmement rapide, mais le Soleil étant loin, ça veut dire qu'il faut en gros de 2 à 4 jours pour que ça arrive à la Terre. Donc on a le temps de prévenir les opérateurs de satellites. Oui. La sonde dont vous parlez, là, se trouve sur un satellite alors? Oui, c'est Solar Dynamic Observatory, qui est une sonde américaine, qui est vraiment prévue pour observer le Soleil et qui se trouve assez loin de la Terre, et elle prend les particules donc de plein fouet parce qu'elle n'est pas protégée par ce qu'on appelle la magnétosphère, par le champ magnétique terrestre, je vais en parler dans un moment, qui heureusement nous protège et évite qu'on prenne ces particules de plein fouet au niveau du Soleil. C'est les satellites géostationnaires qui sont utilisés? Non. Ce sont des satellites qui ne sont pas géostationnaires, ce sont des satellites qui tournent en même temps que le Soleil, qui sont au niveau, enfin pour SDO qui a pris ces images, c'est un satellite qui est au niveau d'un point qu'on appelle point de Lagrange, du nom du mathématicien et astronome français, qui avait trouvé ces points d'équilibre qui sont situés dans le système solaire. Et en fait, vous en avez deux qui sont au même niveau que l'orbite de la Terre autour du Soleil, mais 60 degrés en avant et 60 degrés en arrière. Et on a deux sondes qui sont positionnées à ces endroits-là, deux sondes américaines, et qui permettent de voir le Soleil sous des angles différents et de faire même des images en stéréo. C'est pour ça qu'on les a baptisées aussi stéréo, ces deux sondes. Donc vous avez la possibilité de voir effectivement le Soleil sous deux angles différents et de faire de très belles images des protubérances qui partent du Soleil en 3D. Et ça permet de mieux comprendre aussi les phénomènes d'éruption. Alors je vous disais que, donc vous l'avez vu ici sur cette vidéo, ça peut perturber le fonctionnement des satellites, ça peut bien sûr perturber leur électronique, et le fameux système GPS peut être affecté par les éruptions solaires. Donc on en parle parfois, on vous dit faites attention, en période d'activité solaire intense et lorsqu'il y a des éruptions solaires, votre GPS peut vous donner des indications qui sont fausses, qui sont faussées parce que l'électronique des satellites peut être endommagée, au moins perturbée momentanément. Alors elle peut carrément être endommagée. Et pour les satellites très sensibles à tous les niveaux, en particulier pour les satellites militaires, ils sont souvent mis en veilleuse, c'est-à-dire qu'au moment où on annonce un orage magnétique, c'est comme ça aussi qu'on appelle la conséquence des éruptions solaires, on parle d'orage magnétique sur Terre, eh bien on met ces satellites en veille, on coupe au maximum les circuits qui sont dessus, on réduit l'alimentation, et une fois que l'orage est passé, on les remet en service complet et on réactive les satellites. Et donc c'est quelque chose qui effectivement peut perturber considérablement le fonctionnement de nos satellites. Alors ici on voit l'éruption du 10 septembre, donc elle est pratiquement dirigée vers nous. Vous avez vu, si vous vous souvenez, l'image que j'ai montrée au tout début, on voit la tache solaire qui est ici maintenant, c'est celle-là qui a tourné, puisque le Soleil fait un tour sur lui-même en une trentaine de jours, donc il s'est déplacé, il tourne dans ce sens, d'ouest à est, exactement comme la Terre sur elle-même, et donc la tache s'est déplacée, mais elle était ici lorsque elle a eu cette bouffée de chaleur. Alors voilà une image extraite de la vidéo que vous allez voir, enfin c'est pas tout à fait la même, mais vous allez voir après une vidéo donc de l'éruption vue de dessus. Donc on ne voit pas, comme on voyait tout à l'heure sur le bord du Soleil, les boucles qui s'en vont, puisque là c'est dirigé vers nous. Vous avez la Terre qui est rappelée ici à l'échelle. Donc vous voyez que c'est des choses extrêmement énormes. Et l'image suivante nous montre cette même éruption au moment où vraiment il y a le flot de matière qui part. Et là on va voir la vidéo. Donc vous voyez que ça grouille. Bon, bien sûr, là encore, c'est accéléré, donc des images qui sont prises en gros toutes les 5 minutes et que l'on assemble ensuite pour faire un film où en quelques secondes, vous voyez plusieurs heures d'activité solaire. Donc toujours la même, mais on a zoomé un peu plus dessus.
Alors, de temps en temps, il y a des tressautements. Vous avez vu un moment où c'était beaucoup plus brillant. Vous voyez ici ces boucles, on voit très bien que ça fait des boucles de champ magnétique. Et c'est lorsque ces boucles arrivent à s'ouvrir que la matière électrisée s'échappe et part du Soleil et arrive jusqu'à nous, donc, comme on le disait, en à peu près 2 à 4 jours. Alors voilà, la nuit dernière aux États-Unis, donc c'est une image qui a été prise de l'observatoire du mont Washington, dans le New Hampshire, et vous voyez en regardant vers le nord, donc, on voit l'arc auroral, je vous en reparlerai dans un petit moment, vous verrez plus en détail, et vous voyez cette couleur verte caractéristique de l'oxygène qui est électrisé. Donc ça c'est l'oxygène dans l'atmosphère terrestre, électrisé par les particules qui viennent du Soleil. Et au-dessus, c'est une belle couleur rouge, et c'est à peu près à 200 km d'altitude. 100 km d'altitude, vous avez la couleur verte, et à 200 km d'altitude, vous avez la couleur rouge. Et une autre image, prise la nuit dernière, qui se trouve également sur le web, dans le Vermont, au-dessus d'une baie qui s'appelle Mallet's Bay. Et vous voyez la même chose, une couleur verte, vert jaunâtre vers le bas, et puis un peu plus rouge lorsqu'on regarde un peu plus haut. Alors, la magnétosphère, donc c'est-à-dire le champ magnétique terrestre, vous voyez la Terre ici, le Soleil qui est là. Alors on sait pas tout à fait à l'échelle, loin de là, puisque la Terre est beaucoup plus petite à côté du Soleil, et elle est surtout beaucoup plus loin, mais ça vous permet de comprendre le principe. Donc les particules chargées arrivent du Soleil, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Donc tout à l'heure, on demandait la vitesse, je vous rappelle, c'est entre 400 et 800 km par seconde. Et malgré tout, ça met 2 à 3 jours, enfin 2 à 4 jours pour arriver jusqu'à la Terre. Le champ magnétique terrestre, il est en gros orienté suivant l'axe des pôles, mais il est quand même légèrement décalé par rapport à l'axe nord-sud géographique. Et vous avez donc les particules qui vont se heurter en quelque sorte à cette barrière magnétique et qui vont partir sur les côtés, vers le haut et vers le bas, et qui ne vont pas comme ça venir frapper de plein fouet la Terre, heureusement pour nous. Par contre, elles arrivent ici à pénétrer par ce qu'on appelle les cornets polaires. Donc elles arrivent à suivre, à s'engager dans le champ magnétique un peu comme dans un entonnoir. Et là, elles vont suivre des lignes en spirale. Donc ça, ce sont les lois de la physique qui nous l'enseignent. Une particule chargée qui suit un champ magnétique, elle descend en spirale. Et c'est là qu'elle va frictionner notre atmosphère et la faire briller et provoquer ces belles aurores boréales. Et vous avez aussi des retours par l'arrière, ici, dans la queue de la magnétosphère, des particules. Donc tout ce qui est jaune ici, ce sont les particules chargées qui arrivent du Soleil et qui reviennent par derrière et qui entrent là aussi par les cornets polaires. Donc on ne prend pas, disons, de plein fouet ces particules chargées, mais on en reçoit quand même un certain nombre. Le mécanisme est très compliqué, on a des collègues, moi ma spécialité c'est l'étude des galaxies, mais il y a des collègues astrophysiciens dont la spécialité est l'étude des plasmas, et notamment des relations, ce qu'on appelle les relations soleil-terre, pour essayer de mieux comprendre comment les particules chargées émises par le Soleil viennent jusqu'à la Terre et comment elles peuvent perturber non seulement le fonctionnement des satellites, mais, je vais vous en parler dans un moment, le fonctionnement de nos installations électriques, et ça peut provoquer des dégâts assez importants, d'où l'intérêt d'avoir des chercheurs qui travaillent là-dessus et qui nous permettent de mieux comprendre ces phénomènes pour mieux nous en prémunir. Mais pour l'instant, il faut bien avouer qu'il y a beaucoup d'inconnus, même si le schéma général et le principe est connu, le détail est beaucoup plus complexe. Alors, le phénomène le plus sympathique, et je vous en reparle maintenant encore un peu, ce sont les aurores boréales, donc qui est vraiment la conséquence directe de l'activité solaire, et je vous rappelle donc toutes ces jolies draperies dans le ciel avec ces belles couleurs, c'est l'atmosphère terrestre qui est électrisée par ces particules qui sont émises par le Soleil lors de ces éruptions. Alors la couleur, donc le vert pour l'oxygène à 100 km d'altitude, le rouge à 200 km, mais vous avez aussi l'azote de l'atmosphère qui peut provoquer du bleu, des couleurs bleues et des couleurs rouges, mais c'est toujours l'oxygène qui donne quand même les couleurs dominantes, même si l'azote est présent en plus grande quantité dans l'atmosphère terrestre. Alors, à ces altitudes-là, on n'a plus de molécules, on n'a plus de dioxygène et du diazote, ce sont effectivement des atomes individuels, N et O, donc azote et oxygène, parce qu'on est à une altitude suffisamment élevée, c'est pratiquement vide, on est presque, enfin, c'est vraiment la très haute atmosphère, et on est pratiquement dans le vide. On a une autre image d'aurore boréale, donc ça a été prise en Islande au printemps dernier. Ici au-dessus de la lagune glaciaire de Gudsalon, pour ceux qui connaissent un peu l'Islande. Toujours au printemps dernier, mais un autre jour. Donc on a
la chance, si vous voulez, quand le soleil est actif, de pouvoir voir plusieurs nuits d'affilée ce type de phénomène, pour que le ciel soit bien dégagé et qu'il n'y ait pas de lune trop gênante. Pardon, j'en ai sauté une. Alors, ce sont des images que j'avais trouvées sur Internet, prises par des spécialistes avec un très grand angle, un fisheye, et vous voyez toujours ces draperies vertes, et puis plus rouge ou pourpre à plus haute altitude, toujours sur la fameuse lagune glaciaire du Golfe de Sarlon. Et la suivante, qui est également prise au même endroit, également avec un très grand angle, et vous voyez ces très belles draperies qui suivent l'arc le long duquel se forment les aurores. Alors voilà, vue de l'espace, puisqu'on est quand même ici réunis pour un thème spatial. Donc, il faudra demander à notre astronaute, à Brian Duffy, s'il a pu voir ça depuis la navette. C'est l'arc, ce qu'on appelle l'arc auroral. Vous allez le voir sur une autre image plus détaillée. L'arc le long duquel se forment les aurores boréales tout autour de la Terre. Et vous revoyez ici, alors comme c'est surexposé, on ne voit pas la couleur verte, mais ça apparaît blanc. Par contre, au-dessus, à 200 km, vous voyez la couleur rouge. Alors la navette, elle est à 400 km au-dessus de la Terre. Donc, évidemment, ici 100 km au-dessus du sol et là 200, eh bien, c'est en dessous pour la navette. Donc les astronautes, ils voient les aurores boréales en dessous de la navette, ils la voient en dessous d'eux. Et l'incrustation d'image ici, elle vous permet de voir l'arc le long duquel, donc cet arc ici en rouge, c'est l'arc le long duquel se forment les aurores boréales. Donc aurore australe si vous allez dans l'hémisphère sud, parce qu'il y a exactement le symétrique dans l'Antarctique. Ici vous voyez le contour de l'Amérique du Nord, l'Alaska ici, vous voyez ici le Canada, vous voyez ici Terre-Neuve, vous voyez les Grands Lacs, ici la Floride, et tous les États-Unis qui sont là. Et puis vous voyez le Groenland, l'Islande, vous voyez que l'Islande est vraiment en dessous de l'arc auroral. Et ici vous reconnaissez l'Écosse, hein, l'Angleterre est là, nous on est par là, on est un peu en dehors du coup. Ouais. Et vous avez ici la péninsule scandinave, Norvège, Suède, Finlande, ici la Sibérie. Donc vous voyez que l'arc auroral, il passe sur Alaska, Canada, Groenland, Islande et puis ici la Norvège. Alors, lorsque le soleil est en période d'activité intense comme en ce moment, cet arc s'élargit et descend jusqu'au sud. Il arrive même qu'il descende jusqu'à la Floride. Vous voyez pratiquement au niveau des tropiques. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Je vous parlerai d'un qui s'est produit il y a pratiquement 150 ans, mais qui est resté mémorable, parce que s'il se produisait aujourd'hui, ça ferait certainement des dégâts. Mais quant à nous, ici en Provence, eh bien, pour que l'arc auroral descende jusqu'à nous, là, il faut vraiment des circonstances exceptionnelles. Donc même s'il y a eu une très belle éruption le 10, et s'il y a de belles aurores boréales en ce moment, il y a peu de chance, mais ça vaut le coup d'essayer de regarder le ciel vers le nord la nuit prochaine. Ceci dit, en 2003, il y a eu une aurore boréale qui était visible de Provence. Alors on voyait une lueur rouge vers le nord. Donc la lueur rouge, évidemment, ça correspond à la partie la plus haute, donc celle qu'on a le plus de chances de voir, nous, ici, du point de vue où on se trouve. On peut voir la partie la plus haute des aurores boréales lorsqu'elles arrivent à descendre un peu. Voilà cet arc auroral sur ce schéma, sur cette carte. Vous voyez très bien à quoi ça ressemble. Donc là, vous le voyez très intense au-dessus du Groenland et de l'Islande, ainsi que de la Norvège, là, au niveau du Cap Nord. Donc voilà à quoi ressemble l'arc auroral. Donc, vous voyez que pour que ça arrive jusqu'ici, il faut vraiment que ça s'étende et que ça prenne une extension particulière. Alors il n'est pas centré, cet arc, parfaitement sur le nord géographique qui est là. Il est centré sur le nord magnétique qui se trouve par ici. Donc, puisque les particules chargées descendent en suivant le champ magnétique, et donc l'arc auroral se trouve centré sur le champ magnétique et donc décalé un peu, ce qui favorise finalement nos cousins canadiens, nos cousins québécois, ainsi que tous les gens qui habitent du côté de l'Alaska. Alors, ça c'était le côté sympathique des aurores. Maintenant, je vais vous parler un peu quand même des effets néfastes. Je ne veux pas non plus vous empêcher de dormir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quand même peu de chances pour qu'on ait de gros dégâts, mais il faut savoir que ça peut arriver. Alors, les charges électriques qui arrivent du Soleil en quantité, lorsqu'il y a des éruptions solaires, elles se concentrent au niveau de ce qu'on appelle l'ionosphère, à une altitude d'à peu près 100 km. Et ça fait un jet électrique, l'électrojet auroral, qui peut faire des millions d'ampères. Donc c'est un courant extrêmement fort.
Et ce courant électrique, on va faire un peu de physique, mais rassurez-vous, ça va rester très basique, il génère lui-même un champ magnétique, avec les boucles que vous voyez ici. Ce champ magnétique qui lui-même va induire au niveau du sol, si c'est un sol conducteur, mais aussi bien sûr, si vous avez des lignes électriques, ça va générer dans ces lignes électriques un courant induit, et ce courant induit peut atteindre des centaines d'ampères, et donc perturber le fonctionnement des lignes électriques classiques, courantes, qui amènent le courant à votre maison. Alors, vous avez aussi au niveau de la Terre un gradient important de tension qui peut s'élever jusqu'à 6 volts par kilomètre et qui donc, sur des grandes distances, peut représenter une tension accumulée énorme. Alors, ce courant, cette tension parasite, elle induit par exemple des courants dans les pipelines, parce que les pipelines, ce sont des conduites métalliques qui s'étendent sur des centaines de milliers même de kilomètres, et donc ça accélère, on a pu constater que ça a activé la corrosion. Donc ça fait partie des choses qui peuvent effectivement nous endommager nos installations. Et un exemple vécu assez récent, dans les années 90, je crois que c'était en 89, on va le voir, c'est la conséquence des courants induits dans les lignes électriques. Donc c'était effectivement en 1989, le 13 mars, le Québec s'est retrouvé privé de courant pendant 9 heures. 6 millions de personnes d'un coup sans courant électrique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Déjà vous aviez une énorme tache sur le soleil, beaucoup plus grosse que celle que vous avez vue tout à l'heure quand j'ai commencé mon exposé, qui est actuellement bien visible et qui est très active. Mais rien à voir avec cette énorme tache, c'est même un groupe de taches très concentré ici. Et donc il y a eu une très grosse éruption solaire. Ça a amené des surcharges sur les lignes électriques au Québec. Et comme il y avait un système de délestage automatique pour éviter que les centrales électriques se retrouvent d'un coup endommagées, eh bien, lorsqu'une centrale voyait arriver un courant un peu trop fort, pour simplifier, elle se coupait du réseau, et du coup, les autres se retrouvaient un peu plus surchargés, et en 1 minute et demie, les ingénieurs d'Hydro-Québec ont vu toutes les centrales qui alimentaient le Québec disjoncter les unes après les autres, et comme c'était un système, une procédure automatique de sécurité, ils n'ont pas eu le temps de comprendre et d'intervenir. Donc ce sont, si vous voulez, les gens d'Hydro-Québec, c'est l'équivalent d'EDF chez nous. Imaginez les gens devant leur écran de contrôle qui voient une centrale qui s'arrête, puis l'autre, Et alors après, évidemment, vous voyez que c'est pendant 9 heures que le courant est resté. Enfin, il a fallu 9 heures avant de pouvoir le rétablir, parce que d'abord, il fallait comprendre que c'était lié à l'activité du soleil, c'était pas évident. Comprendre qu'il n'y avait rien de cassé sur les lignes, et puis petit à petit remettre le courant, mais on le fait toujours progressivement. Alors en même temps, et toujours lié à la même tâche solaire, à la même activité, vous avez une centrale électrique un peu plus au sud, en New Jersey, aux États-Unis. Donc voilà la centrale. Vous avez un ingénieur devant ce beau transformateur, tout content de son installation. Et après, il faisait un peu la tête parce que vous avez le transformateur dont les spires ont carrément fondu. Alors là, il n'y avait pas de système de sécurité comme au Québec pour faire disjoncter la centrale. Donc les centaines et même les milliers d'ampères supplémentaires induits par l'activité solaire sont venus se répandre dans les spires du transformateur qui a carrément fondu. Alors le problème de ce type de transformateur, c'est que ce n'est pas les transformateurs que vous avez comme ça sur l'étagère et que vous pouvez remplacer immédiatement, ce sont des transformateurs qu'il faut faire fabriquer de manière spécifique et qu'il faut plusieurs semaines avant de pouvoir les livrer, les installer. Donc vous voyez les risques que l'on a liés à l'activité solaire, donc c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. Alors il y a eu en 1859 une énorme tâche, enfin un énorme groupe de tâches, un peu comme celui qu'il y a eu en 1989, mais c'était encore plus gros. Et là, les effets constatés ont été spectaculaires. Alors, des aurores boréales visibles jusque dans la mer des Caraïbes, donc sous les tropiques. Vous voyez que l'arc auroral, il s'était élargi au point de descendre jusqu'au niveau des tropiques. Des perturbations du champ magnétique terrestre, parce que toutes ces particules chargées, et le champ magnétique induit par les charges que le Soleil a amenées dans l'atmosphère terrestre, ça a complètement modifié le champ magnétique terrestre. Donc là, la boussole, elle indiquait n'importe quoi, mais pas. C'était un coup à perdre le nord. On a eu des étincelles et même des débuts d'incendie dans les installations de télégraphie. À l'époque, en 1859, on n'avait pratiquement pas d'électricité. Par contre, vous aviez le réseau de télégraphie, donc il y avait quand même des fils électriques qui couraient à la surface du globe, et on a même eu des électrocutions
de télégraphistes, des opérateurs qui étaient là en train d'envoyer leur message en morse, ils se sont pris la décharge. Je ne crois pas qu'il y ait eu de mort, mais il y a eu des débuts d'incendie dans les installations. Donc c'est vous dire que c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. On a aussi noté une destruction de la couche d'ozone, à peu près 5% de la couche d'ozone qui a été détruite par l'arrivée massive de rayonnement ultraviolet, puisque là il y en a en quantité. Et on a même pu, alors ça je ne sais pas comment ça a été mesuré, mais on a constaté qu'il y avait la formation de nitrates à la suite de l'action du vent solaire sur l'azote de l'atmosphère. Donc vous voyez tous ces effets, et ce que beaucoup de spécialistes disent, c'est que si on avait une éruption aussi forte que celle de 1859 aujourd'hui, avec toutes nos installations électriques et donc de plus en plus fragiles, et nos systèmes de GPS et tout ça, eh bien on aurait certainement des dégâts qui seraient très longs à réparer. Alors les risques pour les satellites, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, et vous l'avez vu, je dirais en direct sur la vidéo, vous avez vu cette neige qui se formait sur l'image du satellite américain. Ici, cette illustration, c'est pour vous montrer les satellites du système GPS européen, le système Galileo. Vous en avez peut-être entendu parler, mais je dirais pas en bien malheureusement, parce qu'il y en a 4 qui sont en orbite depuis déjà quelques années à titre expérimental, et les 2 premiers de la série complète qui doit en compter une vingtaine, les 2 premiers ont été mal placés sur leur orbite. Je crois que la commission d'enquête doit bientôt rendre son verdict pour savoir si c'est la fusée Soyouz qui les a lancés qui n'a pas fait ce qu'il fallait, ou si c'est les satellites eux-mêmes qui ont eu un problème. Toujours est-il qu'ils ne sont pas à poste, mais ce système GPS européen, il vise simplement à donner l'autonomie à l'Europe, puisque le GPS américain peut très bien être codé du jour au lendemain. Alors j'ai des collègues qui m'ont dit qu'au moment, je crois, de la guerre du Golfe, il y avait eu un moment où le GPS américain avait été brouillé, enfin en partie au moins, pour des raisons stratégiques, et de ce fait, on n'avait pas le positionnement que l'on a actuellement. Si vous l'utilisez sur votre voiture, ça risquait de vous indiquer que vous étiez complètement dehors de la route. Donc c'est quand même assez gênant. Toujours est-il que lorsque vous avez des bouffées de particules chargées qui arrivent du Soleil, ça peut perturber le fonctionnement de l'électronique des satellites, mais même si ça ne les perturbe pas de manière directe, ce qui se passe, c'est que le signal qui vous vient du satellite jusqu'à votre véhicule ou jusqu'à vous traverse l'ionosphère, cette fameuse couche à une centaine de kilomètres au-dessus du globe, et ça va fausser la mesure de position parce qu'on tient compte de la traversée des signaux dans l'ionosphère, mais si l'ionosphère s'épaissit parce qu'elle a davantage de charge électrique, eh bien il faudrait modifier la correction, et ça n'est pas fait en temps réel malheureusement. Donc même si les satellites fonctionnent bien, donc vous voyez qu'il y a 2 raisons possibles pour que le fonctionnement du GPS soit perturbé par les éruptions solaires. Donc ça, c'est des choses évidemment auxquelles on ne pense pas forcément. Alors pour résumer donc, les effets de l'activité solaire, sur ce tableau, vous voyez un peu tout ce que ça peut provoquer. Alors bien sûr, des erreurs et des pannes dans des ordinateurs de bord, des dégâts sur les panneaux solaires, la sécurité des spationautes, surtout s'ils sont en sortie extravéhiculaire, et donc on évite à ce moment-là, puisque je vous rappelle qu'on peut prévoir à peu près 2-3 jours avant, à partir du moment où on voit qu'il y a une éruption solaire, on sait quand ça va arriver sur Terre. Alors ça provoque aussi un freinage des satellites, tout simplement parce que ça fait gonfler un petit peu l'atmosphère terrestre, et donc ça amène un freinage des satellites qui vont avoir une densité de matière plus importante à traverser. Alors il y a des décharges électriques au niveau des satellites qui peuvent bien sûr perturber leur système de contrôle d'attitude. On l'a vu tout à l'heure, rappelez-vous cette image où vous voyez tout plein comme une neige sur le fond de l'image à la suite de l'éruption du 5 septembre, et le satellite SDO qui se mettait à tourner. On voyait en fait tourner l'image du Soleil tout simplement parce qu'il ne suivait plus, il ne contrôlait plus ses mouvements. Heureusement après il a pu se récupérer une fois que l'orage est passé, mais ce n'est pas forcément gagné d'avance. Bon, les courants électriques bien sûr dans l'ionosphère, des perturbations des communications radio puisqu'elles se font souvent en utilisant la réflexion des ondes sur cette fameuse ionosphère. Vous avez aussi les lanceurs, les fusées elles-mêmes qui peuvent être perturbées, les pannes d'électricité, on l'a vu dans le cas du Québec en 1989, la corrosion dans les pipelines, des courants au niveau du sol, si le sol est conducteur, ça va induire des charges électriques et des courants, ce qu'on appelle les courants telluriques, des courants dans le sol de la Terre, des perturbations des communications
parce que ça va un peu induire des courants sur les câbles, notamment les câbles transatlantiques pour les communications. Alors, il n'y a qu'une chose ici sur laquelle j'ai un doute, sur la pluie et les nuages, je n'ai pas réussi à trouver d'informations détaillées. Apparemment, ça peut aussi, l'activité solaire peut avoir un effet sur la météo, mais ça, je n'ai pas pu trouver d'infos détaillées. Alors bien sûr, il y a aussi l'irradiation des passagers, mais ça reste quand même modéré. Il ne faut pas craindre de prendre l'avion, même s'il y a des éruptions solaires. Par contre, vous avez peut-être entendu parler de détournement d'avion. Je ne parle pas de détournement par les pirates, mais on détourne les vols lorsque vous avez des vols qui passent, par exemple, des États-Unis au Japon, et qui vont devoir passer au-dessus du Groenland. Eh bien, on va les détourner, les faire passer un peu plus vers l'Europe pour éviter de se trouver directement sur l'arc auroral que vous avez vu, donc éviter de traverser cette zone où les particules chargées arrivent du Soleil, parce que ça peut perturber les appareils de bord et l'électronique embarquée sur les avions. C'est plus ça le risque que l'irradiation des passagers, qui reste quand même relativement faible. Alors, pour terminer, un petit mot, voilà, un petit rappel sur le spectre de la lumière solaire et un petit mot sur l'influence du soleil sur votre peau et sur le bronzage, même si on arrive en fin d'été et qu'il n'y a plus beaucoup de risques, mais vous allez voir, je vais essayer de vous donner quelques informations intéressantes sur le soleil et ses dangers. Bien sûr, on a tous eu des expériences de type coup de soleil. Alors le spectre de la lumière solaire, c'est tout simplement la décomposition de la lumière en ses différentes composantes, donc du rouge jusqu'au violet, comme vous le voyez dans l'arc-en-ciel. Ici, donc c'est un prisme qui décompose la lumière. Au-dessus du rouge, à longueur d'onde plus grande, vous avez l'infrarouge, et en dessous, à longueur d'onde plus courte, vous avez l'ultraviolet, qui tous les deux sont bloqués par l'atmosphère et que l'on peut voir si on va observer en dehors de l'atmosphère en satellite. Alors les différents types de rayonnement ultraviolet, donc là vous avez le domaine visible, les couleurs visibles que je vous ai montrées, l'infrarouge de l'autre côté, et en dessous les UV. Alors les UVA qui vous font bronzer, les UVB qui sont un peu plus méchants, c'est eux qui provoquent des érythèmes, des brûlures, et malheureusement aussi des cancers de la peau. Et puis ensuite les UV les plus mûrs, les UVC, qui eux, heureusement pour nous, sont stoppés par la fameuse couche d'ozone qui nous protège. Alors voilà par exemple sur ce schéma, vous voyez très bien la couche d'ozone ici, et vous voyez ce qui se passe. Les UVA ils vont pratiquement directement jusqu'en bas, les UVB sont en partie arrêtés par la couche d'ozone, donc un peu atténués, et heureusement les plus dangereux, les UVC, eux, sont carrément stoppés. Comment se passe l'absorption des ultraviolets par la couche d'ozone? Cette couche, en fait, elle est toute mince, hein, et elle est à une vingtaine de kilomètres d'altitude, un peu au-dessus de l'endroit où volent les avions. Vous voyez qu'en fait, lorsque le soleil est au plus haut, eh bien, les rayons traversent directement, presque perpendiculairement cette couche, donc sur une courte distance. Quand le soleil est plus bas, le matin ou le soir, eh bien, il traverse une couche plus grande, et donc c'est pour ça qu'il est moins dangereux le matin que le soir. Alors comment se passe l'action des UV sur l'atmosphère? Un peu de chimie, mais rassurez-vous, très simple. Le dioxygène, celui que l'on respire, qui nous permet de vivre, c'est deux atomes d'oxygène reliés ici par une liaison que cassent les rayons ultraviolets. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des atomes d'oxygène tout seuls. Et ces atomes d'oxygène, eh bien, ils vont se recombiner avec des molécules intactes pour former de l'ozone, O3. Dans l'ozone, vous avez simplement 3 atomes d'oxygène qui sont reliés. Alors, évidemment, ce phénomène permet de compenser l'attaque de l'oxygène et de l'azote par les ultraviolets, puisque vous voyez qu'on a reconstruction de l'ozone. Donc, comme toujours en chimie, vous avez plusieurs réactions qui fonctionnent en même temps. Et après, ce qui est compliqué dans les calculs, c'est de voir laquelle va être la plus efficace et laquelle va l'emporter, et au bout du compte, quel sera le bilan. Et ce sont des choses qui sont quand même assez complexes. Mais vous voyez qu'il y a effectivement, même s'il y a une attaque de la couche d'ozone par les ultraviolets, elle se reforme, et on s'est même rendu compte qu'en période d'activité maximale, elle arrivait à être plus épaisse qu'en période d'activité moyenne. Alors, ça rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la variation de l'émission de rayonnement ultraviolet au moment, enfin, en cours de cycle solaire. Ici, on était en fin de cycle, en 97, 98, on remontait, l'activité remontait, en 99, elle était proche du maximum qui a été atteint en 2000-2001. Donc,
Vous voyez très bien cette variation avec, je vous rappelle, un facteur 2 entre le maximum et le minimum d'activité solaire. Alors, ce schéma, c'est pour vous inquiéter, mais vous verrez qu'en fait, c'est pas si sûr que ça. Je dis pour vous inquiéter parce que on s'est aperçu, ça avait été publié dans la revue Ciel et Espace, et on avait cru noter, je dis on avait cru parce que ça paraît pas si évident que ça, une variation des cancers de la peau. Alors vous voyez que ça augmente globalement au fil du temps, depuis 1935 jusqu'à 1975. Ça c'était l'étude à l'époque. Et vous voyez le cycle solaire ici avec ses maxima, avec ses pics successifs. Et la flèche rouge, elle vous montre le moment où il y a le pic maximum d'activité solaire. Vous remontez ici, vous trouvez la flèche. Et guerre après le maximum d'activité solaire, eh bien on a chaque fois une recrudescence des cancers de la peau. Donc on était tenté de se dire, eh bien, il y a une corrélation et un lien entre le cancer de la peau et le cycle solaire. Alors ça paraît naturel puisque les cancers de la peau sont générés par les ultraviolets. Les ultraviolets sont émis davantage lorsque le soleil est au maximum d'activité. Donc on pouvait se dire que ça paraissait logique. Maintenant il ne faut pas oublier qu'il y a l'atmosphère qui fait écran. Et comme je vous disais, la couche d'ozone réagit et elle arrive même à être plus épaisse lorsque on a davantage d'activité solaire. Alors j'avais essayé de refaire cette étude, il faudrait le faire, disons, en le mettant à jour, le temps que le diagramme revienne. Voilà. Alors j'avais simplement pris sur internet des statistiques donnant la fréquence de mélanome aux États-Unis. Vous avez donc la fréquence des cancers de la peau de 1975 jusqu'à l'an 2000, j'avais trouvé ces données. Et j'avais regardé, vous voyez le petit bâtonnet ici correspond au maximum d'activité solaire, en 1980, 1990 et 2020. Et puis ben, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment, alors ici on peut se dire, ah, ben oui ça remonte un peu après le pic d'activité, mais là c'est pas le cas, ça a plutôt l'air de se stabiliser. Et ici, on n'a pas vraiment l'information après. Donc c'est quelque chose à reprendre, mais disons que ça ne semble pas aussi net que ce qui avait été annoncé. Alors, d'où la réflexion qu'on peut se faire. Est-ce qu'il est plus dangereux de s'exposer en période d'activité solaire maximale, puisqu'il y a davantage de rayonnement ultraviolet? A priori, on peut penser que oui, mais c'est pas si sûr, puisque le rayonnement UV qui est plus intense, il entraîne paradoxalement un épaississement de la couche d'ozone, et de ce fait, ben, on est protégé plus efficacement. Donc, on serait dans l'espace, c'est sûr, il faudrait éviter de s'exposer à ce moment-là, puisque manifestement on recevrait 2 fois plus de rayonnement ultraviolet, mais au niveau du sol, au niveau de la mer, ça n'est pas du tout prouvé. Ça n'empêche pas qu'il faut être prudent. Alors, à quelle heure faut-il éviter de s'exposer? Donc ça, c'est une information, je dirais, utile pour ceux qui veulent bronzer, même si, je vous le disais, on arrive à la fin de l'été, c'est plus vraiment d'actualité. Le soleil, il passe au plus haut dans le ciel chez nous vers 13h40 en été. On n'a pas tout à fait 2 heures de décalage par rapport au soleil. Les 2 heures, c'est si on est sur le fameux méridien de Greenwich. Et nous, on est beaucoup plus à l'est, donc le soleil passe un peu avant, on le voit un peu avant. Bien sûr, le soir, c'est l'inverse. Disons que ce qu'on a gagné le matin, on le perd le soir. Toujours est-il que le soleil, le moment où il est au plus haut dans le ciel chez nous, c'est vers 13h40. Bon, bien sûr, en hiver, c'est 12h40. Donc c'est à ce moment-là que le rayonnement ultraviolet est le plus fort, et donc il faut éviter de s'exposer, disons en gros, entre 11h40 et 15h40. Vous voyez après, par exemple 16h, 16h30, vous sentez encore très bien la chaleur sur la peau, mais vous n'avez pratiquement plus de rayonnement ultraviolet. Alors pour vous donner une idée, il est effectivement très vite atténué dès que le soleil est moins haut dans le ciel, et par exemple, il est divisé par 100 lorsque le soleil est à 30 degrés au-dessus de l'horizon. Alors 30 degrés, c'est la main ouverte, la main c'est 20 degrés, le poing c'est 10 degrés. Donc vous mettez une main ouverte et le poing dessus, ça fait 30 degrés. 30 degrés au-dessus de l'horizon, le soleil il est encore très chaud sur la peau et il est bien éblouissant, ça n'y a pas de doute. Et en gros, ça correspond à 9h le matin ou 18h le soir, en juin-juillet. Mais à ce moment-là, vous pouvez vous exposer pratiquement sans danger. Alors bien sûr, si vous n'avez pas du tout pris le soleil, il vaut quand même mieux éviter et y aller progressivement. Mais disons que là, en fin d'été, vous êtes sûr que vous pouvez vous exposer sans aucun danger, tôt le matin ou en fin d'après-midi le soir. Alors un autre chiffre intéressant à retenir, je m'arrêterai là-dessus, c'est que 6 heures d'exposition en hiver, bon, à supposer que le ciel soit dégagé et pas nuageux comme sur cette image, mais à supposer que ce soit
bien dégagé et qu'il reste au point le plus haut pendant 6 heures, ce qui n'est pas le cas non plus, eh bien ça correspond, c'est équivalent pour les UV que vous recevez sur votre peau à 1 minute d'exposition en été. Donc vous voyez, inutile d'essayer de bronzer en hiver. Alors, parfois j'ai des gens qui me posent la question piège, ils me disent ah oui mais quand on va au ski, bien quand vous allez au ski, vous êtes en montagne, donc vous êtes plus haut, et à ce moment-là, vous avez évidemment moins d'absorption par l'atmosphère, et donc davantage de rayonnement ultraviolet. Puis en plus, quand on va skier, c'est souvent au mois de février ou mars, on est déjà plus au solstice, donc le soleil est déjà un peu plus haut aussi. Mais en tout cas, si vous prenez les chiffres tels quels, 6 heures d'exposition, vous voyez, en hiver, c'est à peine l'équivalent d'1 minute quand vous êtes vers la fin juin, début juillet, au moment où le soleil est au plus haut. Voilà, donc je termine sur ces conseils de bronzage, et vous pouvez quand même dormir tranquille, le soleil en ce moment n'est pas trop actif. Merci de votre attention.